Le Parlement européen était sous le choc. Comment est-ce possible qu'après avoir dépensé 5 milliards d'euros, nous comptions nos morts alors que le Japon s'en sort indemne? 15 décès dus à la canicule en France, 0 au Japon. Et pourtant, la température y était de 40 et 1 degré Celsius, soit 2 degrés de plus que chez nous. Au début, personne n'y a cru. On a ri, pensant à une énième propagande asiatique. Mais une semaine plus tard, une vidéo choquante publiée par des étudiants français a secoué le pays tout entier. Avec un budget 10 fois inférieur à celui de la France, le Japon avait créé un système de survie qui stupéfiait le monde. Comment les Japonais avaient-ils réussi cet exploit? Voici leur secret enfin révélé. Je suis la professeure Éléonore Dubois, de la Faculté des sciences de l'éducation à la Sorbonne Université. En 30 ans de carrière, je n'avais jamais connu une journée aussi désespérante. J'accompagnais mes 15 doctorants pour un voyage d'études des systèmes éducatifs mondiaux, mais je doutais même que nous parvenions à quitter l'aéroport. Regardez, encore quelqu'un qui s'effondre. Au son du cri, je tournai la tête et vis un vieil homme gisant sur le sol. Le personnel médical accourut, mais les brancards manquaient déjà. Des dizaines de victimes de coups de chaleur jonchaient les couloirs. Et 39 degrés Celsius, la pire canicule de l'histoire de Paris. Le trajet jusqu'au terminal de Roissy-Charles de Gaulle avait des allures de champ de bataille. La climatisation était en panne depuis 3 jours et des bouffées d'air chaud s'échappaient des grilles de ventilation. Des gens étaient allongés par terre, comme morts, et une file de plus de 100 mètres s'étirait devant les toilettes. Antoine, l'un de mes étudiants, arriva en courant, à bout de souffle. Je viens de l'apprendre, le pneu d'un avion a éclaté sur la piste 2. Il a fondu et collé à l'asphalte. Ancien élève du prestigieux lycée Henri IV, il affichait d'ordinaire une éloquence parfaite, mais son visage était rouge comme une tomate et sa chemise de marque trempée de sueur. C'est à ce moment qu'une sirène retentit dans tout l'aéroport. Situation d'urgence. Un incendie s'est déclaré dans le terminal. Toutes les personnes sont priées d'eux. L'annonce fut coupée net. Panne de courant. Le terminal plongea dans l'obscurité et des cris s'élevèrent. L'éclairage de secours s'alluma, mais la foule, paniquée, se rua vers les sorties. Par ici, je guidai mes étudiants vers un passage réservé au personnel. Heureusement, le courant fut rétabli 10 minutes plus tard, mais le chaos persistait. En arrivant devant le tableau des départs, je retins mon souffle. Londres, annulé. Pilote évanoui. Berlin, annulé piste fermée. Madrid, retard indéterminé. Rome, annulé, panne électrique. Amsterdam, retard indéterminé. Au milieu de cette litanie de lettres rouges, une seule ligne clignotait d'un vert miraculeux. « C'est impossible », murmura Olivia, incrédule. « Il fait 41, 6 degrés 16 à Tokyo, il fait encore plus chaud que chez nous. » Une pensée sinistre traversa mon esprit. Le gouvernement japonais était-il en train de dissimuler la situation? Était-ce un piège pour nous attirer? Le comptoir d'enregistrement était un chaos indescriptible. La moitié des employés s'étaient évanouis à cause de la chaleur, et la file d'attente s'étendait sur 300 mètres. Il nous fallut 2 heures pour arriver à notre tour. « Le vol pour Tokyo est-il vraiment maintenu ?» demandai-je. L'employé d'Air France, le visage blême, répondit « J'ai peine à y croire moi-même, mais l'aéroport de Narita nous envoie un signal de fonctionnement parfaitement normal. Je travaille ici depuis 20 ans, c'est du jamais vu. » « Ce n'est pas un faux signal, par hasard ?» intervint Nicolas. « Une cyberattaque nord-coréenne ou quelque chose du genre ?» Je le réprimandai, mais pour être honnête, j'étais tout aussi inquiète. Le chemin jusqu'à la porte d'embarquement fut un véritable enfer. Tous les escalators étaient à l'arrêt et les ascenseurs fermés pour des raisons de sécurité. En traînant nos lourdes valises dans les escaliers, nous voyions à chaque étage des gens effondrés. « Excusez-moi, aidez-moi, s'il vous plaît. » Une femme enceinte était assise sur les marches. Nous l'aidâmes à monter, mais des scènes similaires se déroulaient partout. Enfin arrivés à la porte, nous découvrîmes un spectacle saisissant. Les autres portes d'embarquement ressemblaient à des camps de réfugiés. Des gens gisaient par terre, des enfants pleuraient, des personnes âgées semblaient perdre conscience. Mais la porte pour Tokyo était différente.
Les passagers étaient assis en ordre et des employés japonais distribuaient de l'eau fraîche. « Bonjour, l'embarquement débutera sous peu. Veuillez patienter encore quelques instants. » Là, le calme des employés japonais était presque inquiétant. Était-il vraiment originaire d'une ville à 6 degrés 16 ? Antoine me chuchota à l'oreille. « Professeur, flash info de France Télévisions. L'école normale supérieure vient de fermer ses portes pour la première fois de son histoire. Les murs se déforment sous la chaleur. Mon cœur se serra. La plus prestigieuse institution de France s'effondrait et nous nous dirigions vers un endroit encore plus chaud. Attendez. » Béatrice ouvrit son ordinateur portable. Voici une image satellite de Tokyo en temps réel. C'est possible ça ? L'écran affichait une scène incroyable. Malgré les 6 degrés, les voitures circulaient sur les routes, les ponts sur le fleuve Sumida-gawa étaient opérationnels. On pouvait même voir des gens dans le parc Sumida. « C'est truqué, non ?» demanda Charlotte, méfiante. C'est alors que l'annonce retentit « L'embarquement pour Tokyo va commencer ». Tout le monde se figea. Devions-nous vraiment monter dans cet avion, vers l'inconnu, à 6 degrés 16 ? « Professeur », demanda Olivia d'une voix tremblante, « devons-nous vraiment y aller? Et si nous ne revenions pas ?» J'avais peur, moi aussi, mais ma curiosité de scientifique l'emporta. Une ville qui fonctionne normalement à 6 degrés. Si c'était vrai, il y avait forcément quelque chose à voir. « Allons-y, décidai-je, quelle que soit la vérité. » En entrant dans l'avion, j'eus l'impression de franchir la frontière entre l'enfer et le paradis. L'air frais, les sièges impeccables, les hôtesses souriantes. C'était une autre dimension. « Paris est paralysé, et ici », murmura Antoine en regardant par le hublot. « Mais qu'est-ce que les Japonais ont de si spécial ?» L'annonce du commandant de bord retentit. « Bonjour. La température actuelle à Tokyo est de 1 degré. » Un murmure d'effroi parcourut la cabine. « Mais ne vous inquiétez pas, l'aéroport international de Narita est parfaitement opérationnel. Nous vous y conduirons en toute sécurité. » Au moment du décollage, j'aperçus Paris par le hublot. De la fumée noire s'élevait de plusieurs endroits de la ville et la Seine avait une teinte brunâtre. « Voilà notre réalité », dit Nicolas tristement. Et nous nous envolions vers l'inconnu. Tokyo, 1 degré 16. Qu'allions-nous y trouver? L'espoir ou une autre forme de désespoir? La vérité, que nous découvririons 12 heures plus tard, m'effrayait autant qu'elle me fascinait. Après 12 heures de vol, une annonce retentit. La température actuelle à Tokyo est de 6 degrés, avec une humidité de 71%. Bienvenue à l'aéroport international de Narita. Les visages de mes étudiants blêmirent. Nous avions tant souffert à 39 degrés Celsius à Paris, 6 degrés Celsius, avec une telle humidité, la température ressentie serait inimaginable. Certains commençaient déjà à avoir le souffle court. « Professeur, devons-nous vraiment descendre ?» demanda Olivia, anxieuse. « On ne peut pas rester un peu plus dans l'avion ?» Mais nous n'avions pas le choix. Au moment où la porte de l'avion s'ouvrit, une vague de chaleur nous submergea, comme prévu. C'était comme ouvrir la porte d'un four. Tout le monde chancela. Mais ensuite, quelque chose d'incroyable se produisit. À peine entrée dans la passerelle, la température commença à chuter radicalement. De 6 degrés Celsius à l'entrée, elle passa à 35 degrés Celsius au milieu de la passerelle, puis à 24 degrés Celsius en pénétrant dans le terminal. La température était parfaitement régulée comme dans un système de sas. Des rideaux d'air spéciaux fonctionnaient à chaque section et un air frais descendait doucement des plafonds. « Comment est-ce possible ?» s'étonna Antoine en regardant autour de lui. Physiquement, créer une variation de température aussi rapide. L'intérieur de l'aéroport était encore plus stupéfiant. De grands écrans muraux affichaient des informations environnementales en temps réel. Zone A, 24 degrés Celsius. Zone B, 23 degrés Celsius. Zone C, 25 degrés Celsius. La température, l'humidité et même la qualité de l'air étaient gérés à la perfection pour chaque zone. Les niveaux de CO2 et de particules PM2,5 étaient mis à jour en continu.
Bonjour, groupe de la Sorbonne. Une voix d'intelligence artificielle, au parfait accent parisien, résonna depuis des haut-parleurs dissimulés. Vous traversez actuellement la zone A, où la température est maintenue à un niveau optimal. Nous vous souhaitons un séjour agréable. Si vous avez besoin d'aide, veuillez vous adresser au point d'information le plus proche. Les étudiants se regardèrent, abasourdis. À Roissy, même les annonces de base ne fonctionnaient pas. Ici, une IA donnait des indications personnalisées en temps réel. Elle savait même que nous venions de la Sorbonne. Sur le chemin du contrôle des passeports, une autre surprise nous attendait. Les tapis roulants étaient surmontés de rideaux d'air frais microscopiques et des purificateurs d'air intégrés rendaient l'atmosphère agréable. Les murs étaient recouverts d'un revêtement spécial qui réfléchissait la chaleur et l'éclairage LED minimisait la production de chaleur. « Professeur, regardez ça », dit Béatrice en montrant ces données. La consommation d'énergie en temps réel est affichée. 70% d'énergie solaire, 20% de géothermie, 10% du réseau. Ils utilisent la chaleur pour produire de l'énergie. Utiliser une canicule de 40 et 6°C pour produire de l'énergie. J'étais sans voix. En France, nous consommions des quantités massives d'électricité pour nous protéger de la chaleur. Le Japon, lui, s'en servait pour en produire. Le passage de l'immigration fut incroyablement rapide. 10 secondes grâce à la reconnaissance faciale et nos bagages nous attendaient déjà sur le carrousel. Chaque valise avait une étiquette électronique permettant de la localiser via smartphone. À Roissy, il nous aurait fallu 1 heure rien que pour trouver nos bagages. « Excusez-moi », demandai-je à un employé de l'aéroport. « Fait-il vraiment 41,6°C dehors? C'est si confortable ici. » L'employé répondit avec un sourire. « Oui, absolument. La température extérieure est actuellement de 49,2 degrés. Mais nous nous préparons depuis 20 ans. On ne peut pas éviter la canicule, mais on peut s'y préparer. Narita est le premier aéroport au monde à être totalement indépendant du climat. »« 20 ans ?» s'exclama Charlotte stupéfaite. « Oui, après le grand chaos de la canicule de 2018, nous avons commencé une préparation à l'échelle nationale. De la conception des bâtiments aux systèmes énergétiques, tout a été repensé. L'investissement initial était lourd, mais aujourd'hui, nous exportons même de l'énergie. En nous dirigeant vers le train de l'aéroport, nous eûmes un autre choc. À chaque escalator descendant vers les quais souterrains, la température baissait progressivement pour atteindre un parfait 22°C sur le quai. Un système de ventilation naturelle, utilisant les différences de pression, fonctionnait à chaque niveau. « C'est de la magie », s'émerveilla Olivia. « Le métro parisien dépasse les 40°C en été, sans clim ni ventilation. » L'intérieur du train était encore plus impressionnant. Chaque siège disposait d'un système de climatisation individuel, les fenêtres bloquaient la chaleur tout en restant parfaitement transparentes. Un affichage au plafond indiquait « Température intérieure, 22°C, indice de confort, excellent ». Chaque passager pouvait régler la température de son siège selon ses préférences. Le paysage durant le trajet vers Tokyo était tout aussi étrange. De gigantesques pare-soleils étaient installés au-dessus des autoroutes et tous les bâtiments étaient peints dans des couleurs claires pour maximiser la réflexion de la chaleur. Des brumisateurs étaient installés à intervalles réguliers le long des routes et des murs anti-bruit recouverts de panneaux solaires s'étendaient à perte de vue. « Je crois que nous nous sommes lourdement trompés », dit doucement Antoine. « Je ne pensais pas le Japon à ce niveau. Ils ont au moins 20 ans d'avance sur nous. » C'était la vérité. Nous considérions encore le Japon comme une simple nation développée parmi d'autres. Mais au moins dans le domaine de la réponse climatique, ils étaient bien plus avancés que nous. Peu être même les meilleurs au monde. Le lendemain, à l'aube, je ne parvins pas à dormir. Le décalage horaire, bien sûr, mais surtout une curiosité insatiable. En regardant par la fenêtre, je voyais déjà des gens dans les rues. Je vérifiais le thermomètre, 37°C. À l'aube, en France, à cette heure, personne ne mettrait un pied dehors. « Vous n'avez pas dormi non plus, professeur ?» Olivia m'accueillit dans le hall. « Je suis trop intrigué. Les gens sont vraiment dehors. Ils vivent normalement. Comment est-ce possible ?»
Nous nous dirigeâmes vers le parc Sumidagawa. Les gens font beaucoup de sport le matin, nous avait-on expliqué. Surtout en été, pour éviter les heures les plus chaudes. En sortant de la station de métro et en entrant dans le parc, je n'en crus pas mes yeux. Par 37 degrés Celsius, des milliers de personnes faisaient de l'exercice, des joggeurs, des cyclistes et même des groupes jouant au badminton. Malgré l'heure matinale, le parc débordait de vie. C'est surréaliste, allaita Antoine. Nous étions entrés dans le parc depuis moins de 5 minutes et étions déjà trempés de sueur, mais les Japonais semblaient s'entraîner sans peine. Plus étonnant encore, il n'y avait pas que des jeunes. Des personnes âgées, visiblement septuagénaires ou octogénaires, faisaient des étirements à l'ombre. De jeunes enfants faisaient du vélo avec leurs parents. « Excusez-moi », demandai-je à une femme qui venait de finir son jogging. Elle avait une quarantaine d'années et n'était même pas essoufflée. « Comment faites-vous pour vous entraîner par cette chaleur ?»« Ah, vous êtes étrangère ?» répondit-elle avec un sourire. « C'est difficile au début, mais on s'habitue. Et puis, les infrastructures ici sont excellentes. Le gouvernement a vraiment fait un effort. C'est alors que je remarquai les installations du parc. Des brumisateurs tous les 50 mètres, des bancs réfrigérés et des zones ombragées partout. Les fontaines distribuaient de l'eau fraîche en continu et des stations de refroidissement d'urgence étaient installées tous les 100 mètres. « Regardez là-haut !» s'exclama Olivia en pointant le ciel. Des drones survolaient le parc. Ce sont des drones de surveillance de la température corporelle. Nous expliqua un agent de sécurité en gilet fluorescent. Il vérifie la température des citoyens en temps réel. Si un signal de danger est détecté, nous intervenons immédiatement. Une IA analyse aussi les schémas de mouvement pour prédire le risque de coups de chaleur. C'est à ce moment que notre groupe connut sa première crise. Antoine vacilla soudainement et s'assit sur un banc. Son visage devint blême et des sueurs froides perlèrent sur son front, les symptômes typiques d'un début de coup de chaleur. « Antoine !» Je me précipitai vers lui, mais quelqu'un fut plus rapide. L'agent de sécurité en gilet fluorescent arriva en moins de 30 secondes, comme s'il nous observait depuis le début. Avec un calme olympien, il sortit son équipement. Il fit enfiler à Antoine un gilet réfrigérant spécial, contenant un gel qui abaissait instantanément la température corporelle. Il appliqua ensuite des patchs froids sur son cou et ses poignets, et vaporisa un produit sur son visage. Incroyablement, Antoine reprit ses esprits en moins de 5 minutes. Son teint redevint normal et sa respiration se stabilisa. « Ça va mieux ? C'est incroyable. Je me sens déjà beaucoup mieux, » dit Antoine, stupéfait. L'agent expliqua avec un sourire. C'était un début de coup de chaleur. C'est fréquent ici, surtout pour les nouveaux arrivants. Le drone a détecté l'augmentation de votre température et m'a envoyé une alerte. « Comment êtes-vous arrivé si vite ?» demandai-je. « J'étais à 200 mètres, mais le drone m'a indiqué votre position exacte. 10 agents sont répartis dans le parc. Le temps d'arrivée moyen est inférieur à 1 minute. Il nous distribua des kits de refroidissement portables. Chaque petite pochette contenait un spray rafraîchissant, des électrolytes, un thermomètre et des instructions de premiers secours. Gardez ça sur vous. Reposez-vous toutes les 30 minutes et buvez de l'eau toutes les 15 minutes. Si vous téléchargez l'application, vous recevrez des alertes de gestion de votre température en temps réel. »« Et tout ça, c'est gratuit ?» demanda Charlotte, incrédule. « Bien sûr, la sécurité des citoyens est un droit fondamental. C'est le travail le plus élémentaire du gouvernement, n'est-ce pas ?» La réponse de l'agent était d'un naturel déconcertant. Nous continuâmes d'explorer le parc. Le long du fleuve, des tunnels rafraîchissants diffusaient une brise fraîche. Chaque appareil de musculation était abrité du soleil. Les bancs étaient faits d'un matériau spécial qui ne chauffait pas, et le sol était recouvert d'un revêtement réfléchissant la chaleur. « Regardez ça », dit Béatrice en montrant son téléphone. L'application du parc Sumidagawa. Température, humidité, indice UV en temps réel, et la station de refroidissement la plus proche de votre position. On peut même entrer ces données de santé pour obtenir un guide d'entraînement personnalisé. Je pensais au quai de la Seine. Ce lieu, fierté de Paris,
étaient désormais interdits d'accès à cause de la chaleur. Les promenades étaient fermées, l'asphalte ayant fondu et les bancs étaient brûlants. Ici, malgré une température plus élevée, les citoyens profitaient de leur quotidien. « Qu'avons-nous manqué ?» murmurai-je pour moi-même. « La préparation et le système », répondit Antoine. Remis de son malaise, son regard avait changé. « Nous avons seulement essayé de combattre la chaleur. Nous n'avons jamais pensé à comment vivre avec. » Le Japon a accepté la canicule et a choisi de s'adapter. Le 3e jour, nous visitions l'université de Tokyo. La professeure Watanabe Keiko, une femme d'une 50aine d'années à l'allure douce, nous servait de guide. Ayant obtenu son doctorat à Cambridge, son anglais était parfait, mais elle s'adressa à nous dans un français impeccable. Honnêtement, l'inquiétude l'emportait sur l'excitation. Comment un enseignement normal était-il possible par 40 et 6 degrés Celsius? Ne vous inquiétez pas, dit la professeure Watanabe avec assurance. L'été est même devenu notre force. Le processus pour surmonter la chaleur a engendré une véritable innovation pédagogique. En entrant sur le campus, le premier choc fut immédiat. Il était 9 heures du matin. La température dépassait déjà les 45 degrés Celsius, mais le campus était bondé d'étudiants. Plus surprenant encore, des cours se tenaient en extérieur. « Mais comment est-ce possible ?» s'exclama Charlotte, abasourdie. Doctorante en sciences de l'éducation et d'ordinaire si calme, elle était bouche bée. Sous une immense structure en forme de dôme, un séminaire avait lieu. Le dôme était transparent, mais bloquait parfaitement la chaleur et une brise fraîche circulait à l'intérieur. Une vingtaine d'étudiants, assis en cercle, débattaient avec animation. « Ce sont des dômes thermodynamiques », expliqua la professeure Watanabe. Ils bloquent les rayons du soleil tout en laissant passer la lumière naturelle et maintiennent la température intérieure à 25 degrés Celsius. L'énergie est produite directement par les panneaux solaires sur la surface du dôme. L'installation a coûté un peu cher, mais maintenant nous produisons un surplus d'électricité que nous revendons. « Combien y en a-t-il » demande Antoine. « 47 sur tout le campus. Chacun peut accueillir jusqu'à 10 personnes et fonctionne sur réservation. Ils sont particulièrement populaires pendant le semestre d'été. Nous nous dirigeâmes vers la bibliothèque centrale. Sur la porte, une pancarte indiquait « Ouvert 24 heures, divisé par 24, 360, 5 jours par an. » « Il y a des étudiants même à l'aube ?» demanda Béatrice. « C'est même l'horaire le plus populaire, entre 2 heures et 6 heures du matin, » répondit la professeure Watanabe, à notre grand étonnement. Beaucoup d'étudiants évitent la journée pour étudier. Le système est si parfait que c'est possible. L'intérieur de la bibliothèque était encore plus incroyable. Chaque place de travail disposait d'un système de contrôle climatique individuel. Un petit écran tactile permettait de régler la température, l'humidité, l'éclairage et même le parfum ambiant. Les étudiants, en t-shirt, étudiaient dans un confort parfait et le son des claviers résonnait joyeusement. « C'est bien plus avancé que notre bibliothèque à la Sorbonne », dut admettre Béatrice. Experte en analyse de données, elle examinait chaque système avec admiration. La salle d'études en groupe au 3e étage était encore plus impressionnante. Des tuteurs IA étaient disponibles 24 heures divisées par 24 pour répondre aux questions et des hologrammes permettaient de visualiser des modèles en 3D. Des étudiants en médecine étudiant l'anatomie sur un corps humain holographique. C'était de la science-fiction. En France, les travaux pratiques de médecine sont suspendus à cause de la chaleur, dit Nicolas, amer. Les morgues ne fonctionnent plus. Nous, au contraire, nous offrons plus d'opportunités de pratique en été, répondit la professeure Watanabe. Les laboratoires virtuels permettent un apprentissage par répétition infinie sans être affectés par la température. À midi, au restaurant universitaire, nous eûmes un choc encore plus grand. Un espace immense, capable d'accueillir des milliers de personnes, était parfaitement climatisé et les menus étaient d'une diversité incroyable. Japonais, chinois, occidental, halal, vegan, tout y était. C'est le menu spécial d'été, nous expliqua un étudiant qui s'était présenté comme étant de la faculté d'ingénierie. Les nutritionnistes le conçoivent spécialement pour éviter l'épuisement dû à la chaleur. Il y a des plats revigorants comme l'anguille,
mais aussi des nouilles soba froides. « Et le prix ?» demanda Olivia. « 400 yens par repas. C'est bon marché grâce aux subventions du gouvernement. 400 yens, soit environ 2,50 €. Le 10e du prix d'un repas au Crous de la Sorbonne. L'après-midi, nous visitâmes le laboratoire d'ingénierie. Des équipements à haute température fonctionnaient, mais la température ambiante restait constante. Chaque paillasse a son propre système de refroidissement indépendant, expliqua un assistant. Il calcule la production de chaleur en temps réel et ajuste automatiquement l'intensité du refroidissement. La canicule est même devenue une opportunité pour la recherche en thermodynamique. Notre campus a restreint l'accès au laboratoire, soupira Antoine. Pour des raisons de sécurité. Nous visitâmes aussi le gymnase. L'intérieur était évidemment frais, mais ce fut le terrain de sport extérieur qui nous surprit. Sur une pelouse artificielle, dotée d'un système de refroidissement spécial, des étudiants jouaient au football. La règle est de jouer 15 minutes, puis 5 minutes de pause. C'est sans danger, expliqua un professeur de sport. Des tuyaux de refroidissement sont installés sous la pelouse et des brumisateurs fonctionnent périodiquement. Le plus marquant fut le campus à 18 h. En France, ce serait l'heure où tout le monde fuirait pour rentrer chez soi. Ici, le campus était encore plus animé. De 10 à 8 h à 22 h, c'est notre deuxième Golden Hour, expliqua la professeure Watanabe. Beaucoup d'étudiants évitent la journée et sont plus actifs le soir. La bibliothèque est la plus fréquentée à cette heure. Sur les grands écrans installés un peu partout, des informations environnementales s'affichaient en temps réel. Température, humidité, indice UV et même le taux d'occupation de chaque bâtiment. Les étudiants planifiaient leurs déplacements en fonction de ces informations. « Professeur, nous avons été bien trop complaisants », dit Charlotte, les larmes aux yeux. « Nous avons simplement fermé les portes et abandonné. Ici, ils ont trouvé une solution. L'éducation ne devrait jamais s'arrêter. » C'était la vérité. Alors que la Sorbonne, fière de se considérer comme l'une des meilleures institutions éducatives au monde, avait plié genoux devant la chaleur, l'université de Tokyo avait évolué. Elle avait transformé la crise climatique en une opportunité d'innovation pédagogique. Ce soir-là, de retour à l'hôtel, nous fûmes plongés dans un débat profond, disant « Non, peut être vain », dit Béatrice en analysant ces données. Le Japon a au moins 10 ans d'avance sur nous. Pas seulement en termes d'infrastructure, mais dans leur façon de penser. C'est une autre dimension. Ce n'est pas qu'une question de technologie, ajouta Antoine. C'est la mentalité qui est différente. Nous avons vu la chaleur comme un ennemi. Eux, comme un partenaire avec qui il faut apprendre à vivre. Je regardais par la fenêtre. Il était plus de 23 h, mais les lumières de Tokyo ne s'éteignaient pas. Sur le campus, des étudiants étudiaient encore. L'éducation continuait, même au cœur d'une fournaise à 40 et 6 degrés Celsius. Nous devons apprendre, dis-je, mettre notre fierté de côté. L'avenir de l'éducation en dépend. Le 4e soir, nous étions réunis dans le salon de l'hôtel pour faire le point sur nos expériences. Les étudiants notaient avec ferveur tout ce qu'ils avaient vu et certains publiaient des photos et des vidéos sur les réseaux sociaux. Antoine avait posté la vidéo de sa récupération quasi instantanée après son coup de chaleur. Olivia, des images du parc Sumidagawa à l'aube. Et Charlotte, des photos de la bibliothèque bondée 24 heures, divisée par 24. « Professeur, regardez ça !» Soudain, Olivia s'approcha avec sa tablette, le visage blême. « C'est le journal de 20 heures de France Télévisions. » À l'écran, un titre choc. La propagande habile du Japon, des étudiants de la Sorbonne dupés. « Quoi ?» Antoine arracha la tablette des mains d'Olivia. « C'est une plaisanterie ?» Le présentateur, l'air grave, expliquait « Des soupçons pèsent sur le gouvernement japonais qui aurait invité des universitaires étrangers pour leur montrer une réalité truquée. Des experts soulignent qu'un fonctionnement normal d'une ville à 40 et 6 degrés est physiquement impossible. » Un soi-disant expert en climatologie apparut à l'écran. Un vieux professeur en veste de tweed avec la mention « Professeur émérite, Sciences Po » affichée en bas de l'écran. Ce que le Japon a montré est une mise en scène. Seules certaines zones sont climatisées
et des acteurs payés jouent le rôle des citoyens. Les naïfs étudiants français ont été complètement dupés. C'est une manipulation typique des nations asiatiques. « Qu'est-ce qu'il raconte ?» cria Charlotte. C'était la première fois que je voyais cette étudiante d'ordinaire si réservée se mettre en colère. Le pire était à venir. Les photos prises par nos étudiants apparurent à l'écran, avec un tampon rouge, fake, superposé. La vidéo du parc Sumida-gawa portait la mention CGI et la photo de la bibliothèque de l'université de Tokyo, décor de cinéma. Il est fort probable que même les thermomètres aient été manipulés, continuait l'expert. Les thermomètres numériques peuvent être piratés à volonté. Tout ce que les étudiants de la Sorbonne ont vu est faux. Mais qu'est-ce qu'il en sait, cet homme? Nicolas serra les poings. Il n'est même pas venu voir par lui-même. L'interview devint encore plus choquante. Le journaliste demanda « Alors pourquoi le Japon se livrerait-il à une telle supercherie ?» C'est simple, c'est une guerre d'image nationale, une tactique courante des pays en développement. Ils invitent des intellectuels occidentaux, leur montrent une fausse réalité et utilisent leur autorité pour faire leur propagande. À ce moment, le téléphone d'Antoine sonna. C'était sa mère. La voix qui sortit du haut-parleur était pleine de fureur. « Antoine, rentre immédiatement. Tu déshonores le nom de notre famille. Tout le pays parle de la façon dont les descendants de notre lignée de 300 ans se font manipuler par des charlatans asiatiques. Hein? Maman, tout ce que j'ai vu est vrai. Le Japon est vraiment. Tais-toi, vous avez été trompé par des escrocs. Si tu ne rentres pas immédiatement, je te coupe les vivres. » L'appel se termina. Le visage d'Antoine était livide. Pour cet ancien d'Henri IV, l'honneur de sa famille était aussi important que sa vie. Les autres étudiants commencèrent à recevoir des appels similaires. Leurs parents, leurs directeurs de thèse et même le cabinet de la présidence de la Sorbonne. Tout le monde nous accablait. « Professeur Dubois, ramenez immédiatement vos étudiants en France. » La voix de la présidente était glaciale. « Vous portez atteinte à la réputation de la Sorbonne. » « Mais, Madame la Présidente, ce que nous avons vu, à 16, si vous n'êtes pas de retour demain, je convoquerai un conseil de discipline. » La communication fut coupée. En 30 ans d'enseignement, je n'avais jamais vécu une telle situation. On est des idiots ou quoi? Nicolas frappa la table du poing. On nous demande de ne même plus croire ce que nous avons vécu de nos propres yeux. Béatrice tapotait frénétiquement sur son ordinateur. Regardez, il y a déjà des hashtags. Arnaque japonaise, honte de la Sorbonne, étudiants dupes et même vieille prof crédule. Les comptes des étudiants sur les réseaux sociaux étaient inondés de commentaires haineux. Vendus, combien vous ont-ils payé? Vous n'avez pas honte pour des étudiants d'une grande école? Il faut les virer de la Sorbonne. Voilà la terrible puissance des médias occidentaux, dit la professeure Watanabe Keiko, l'air désolé. Peu importe la vérité que vous montrez, certains ne croiront que ce qu'ils veulent croire. Olivia se mit à pleurer. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a juste dit la vérité. Pourquoi on nous traite de menteurs? C'est alors qu'Antoine se leva brusquement. Non, nous n'allons pas rester sans rien dire. Qu'est-ce que tu comptes faire? Demandai-je. Faire une vidéo de contre-argumentation. Nous avons les preuves, nous les avons filmées nous-mêmes. Le drone de surveillance, ma vidéo de récupération en 5 minutes, la bibliothèque pleine à l'aube. Nous avons les originaux avec la date et l'heure. C'est vrai, acquiesça Charlotte. Nous sommes des étudiants de la Sorbonne, après tout. Se battre avec des preuves et de la logique, c'est notre méthode. Un par un, les étudiants se rallièrent à l'idée. Ils commencèrent à rassembler les vidéos, photos et données qu'ils avaient collectées. Béatrice mit en graphique les données de température et de consommation d'énergie, tandis que Nicolas organisait les dossiers médicaux. « Mais qui nous croira ?» demanda Olivia inquiète. C'est à ce moment qu'un appel inattendu arriva. « Bonjour, professeur Dubois. Je suis Claudia Müller, de la chaîne de télévision publique allemande ARD. » La télévision publique allemande? Tout le monde retint son souffle. Nous sommes une équipe de reportage venue vérifier la situation au Japon par nous-mêmes. Le reportage de France Télévisions nous a laissés perplexes. Seriez-vous d'accord pour une interview? Je regardais mes étudiants. Leurs yeux brillaient. Oui, bien sûr, nous vous dirons toute la vérité que nous avons vue.
Wantuda. Le lendemain matin, l'équipe de la chaîne allemande ARD arriva à l'hôtel. La journaliste, Claudia, et le caméraman, Johann, avaient l'air sérieux. Claudia était une femme d'une quarantaine d'années au regard perçant, et Johann semblait être un vétéran expérimenté. Pour être honnête, nous avons d'abord cru au reportage de France Télévisions, dit Claudia. Mais en arrivant au Japon, ce que nous avons vu de nos propres yeux était si choquant que nous avons voulu vérifier la vérité. Yuding, qu'avez-vous vu? Demandai-je. L'aéroport de Francfort était à moitié paralysé, mais celui de Narita fonctionnait parfaitement. Et à 4 heures du matin, dans les rues de Ginza, des gens faisaient leur tai-chi. C'était incroyable, mais tout était réel. L'interview commença au parc Sumidagawa. Il était 6 heures du matin, la température dépassait déjà les 35 degrés Celsius et le parc était rempli de citoyens faisant de l'exercice. Antoine fut le premier à parler, avec assurance, face à la caméra. « Regardez autour de vous. Est-ce que ça ressemble à une mise en scène? Ces milliers de personnes sont-elles toutes des acteurs ?» Il désigna les environs. « Je suis diplômé d'Henri IV et de la Sorbonne. Pensez-vous que je suis assez stupide pour me laisser berner ?» Il témoigna de son expérience de coup de chaleur. « J'ai été soigné en 5 minutes. En France, je serais probablement mort en attendant une ambulance. » C'est ça, un mensonge? Ce qui m'a sauvé la vie n'était qu'une mise en scène? La caméra filma en temps réel le système de surveillance par drone et la réponse rapide des agents de sécurité. Un citoyen se plaignit d'un léger vertige et un agent arriva en moins d'1 minute. La scène fut capturée en direct. Ensuite, direction l'université de Tokyo. Malgré l'heure matinale, la bibliothèque était bondée. « Un décor de cinéma, vraiment ?» dit Charlotte à la caméra. « Alors ces milliers d'étudiants sont tous des figurants qui jouent la comédie à 4 heures du matin? C'est absurde. » Elle fit visiter la bibliothèque, montrant chaque installation, le système de climatisation individuelle, les tuteurs IA, les outils d'apprentissage par hologramme. Si tout ça est faux, alors Hollywood peut aller se rhabiller. Béatrice montra les données en temps réel sur sa tablette. Regardez, la consommation électrique de la bibliothèque, la répartition de la température, le nombre d'utilisateurs, les enregistrements de connexion Wi-Fi. Est-il possible de falsifier toutes ces données? Je suis une experte en analyse de données. C'est un niveau de manipulation impossible. Olivia fit un appel plus émotionnel. Nous sommes des étudiants de la Sorbonne. Nous avons appris la pensée critique dans l'une des meilleures universités du monde. Pensez-vous que nous avons été trompés parce que nous sommes stupides ou naïfs? S'il vous plaît, ne méprisez pas notre intelligence. La professeure Watanabe Keiko fut également interviewée. Il y a 20 ans, lors du grand chaos de la première canicule, nous avons appris une dure leçon. À l'été 2018, 3000 personnes sont mortes rien qu'à Tokyo. Depuis, nous avons commencé une préparation à l'échelle nationale. Chaque année, nous investissons 2% de notre PIB dans l'adaptation climatique. Et nous en voyons aujourd'hui les résultats. L'équipe de tournage interrogea également des responsables gouvernementaux. Un vice-ministre de l'Environnement expliqua les politiques concrètes. Nous avons compris très tôt que nous ne pouvions pas empêcher la chaleur. Au lieu de cela, nous avons cherché des moyens de vivre avec. L'urbanisme, les normes de construction, la politique énergétique, le système de santé, les programmes éducatifs, tout a été changé. Cela ne s'est pas fait en un jour. Une visite à l'hôpital suivit. Nicolas montra son dossier médical et expliqua « Le diagnostic et le traitement ont pris 15 minutes. Le coût était 10 fois moins élevé qu'en France. Regardez, tout est là. L'heure, le nom du médecin, l'ordonnance, le reçu de paiement. Est-ce que tout ça a été falsifié aussi ?» La caméra enregistra en détail le système de diagnostic par IA de l'hôpital et la rapidité du processus. Par coïncidence, un membre de l'équipe de tournage allemande se plaignit d'un léger mal de ventre et fut effectivement soigné en 10 minutes, la scène étant filmée. La scène la plus marquante fut celle des citoyens de Tokyo qui maintenaient leur vie quotidienne malgré la chaleur. Claudia demanda à un passant « Comment pouvez-vous être si calme par 41,6 degrés Celsius ?» « C'était difficile au début, » répondit un employé de bureau d'une 50aine d'années. « Mais une fois le système en place, on a pu s'adapter.
Le gouvernement a vraiment fait beaucoup d'efforts. Maintenant, la canicule fait partie de notre quotidien. Mais tout, le reportage continua. Le système de climatisation parfait des stations de métro, la climatisation aux arrêts de bus, les brumisateurs dans les rues, les revêtements réfléchissants sur les bâtiments. La caméra captura l'image de Tokyo, fonctionnant comme un immense système de survie unifié. Tout ça, une mise en scène, dit Antoine face à la caméra. Alors les 14 millions d'habitants de Tokyo sont tous des acteurs? Cette ville entière est un décor de cinéma? Croyez-vous vraiment que c'est possible? Finalement, ce fut mon tour de me tenir devant la caméra. J'enseigne les sciences de l'éducation à la Sorbonne depuis 30 ans. J'engage ma vie et mon honneur. Tout ce que nous avons vu au Japon est vrai. C'est embarrassant, mais nous devons l'admettre. Au moins en ce qui concerne la réponse à la crise climatique, le Japon est bien plus avancé que nous. Alors pourquoi les médias français nient-ils cette réalité? Demanda Claudia. L'orgueil, probablement, répondit Antoine avec un sourire amer. Les descendants de la grande nation n'aiment pas admettre qu'ils ont à apprendre d'un petit pays d'Asie. Mais l'orgueil ne nous sauvera pas, ajouta Charlotte. On nous a toujours appris que nous étions les meilleurs, que notre civilisation guidait le monde. Mais face à la canicule, nous nous sommes effondrés, et le Japon a survécu. Est-ce si difficile à admettre? Après l'interview, l'équipe de tournage resta plusieurs jours de plus au Japon pour des recherches supplémentaires. Ce qu'ils découvrirent ne fit que confirmer nos témoignages. Une semaine plus tard, un documentaire spécial fut diffusé sur ARD en Allemagne. Le titre, Le déclin de la grande nation et l'ascension du Japon. Le documentaire de 50 minutes présentait en détail nos témoignages, les vérifications de l'équipe allemande et le système japonais. L'émission fit l'effet d'une bombe dans toute l'Europe. La crédibilité était élevée, car il s'agissait d'une vérification directe par la télévision publique allemande. Les médias français, espagnols, italiens commencèrent à envoyer leurs propres équipes au Japon. Une chaîne néerlandaise produisit une émission spéciale sur les systèmes de réponse à la chaleur du Japon et la Suède envoya une délégation gouvernementale. Seuls les médias français s'accrochaient encore à la théorie du complot, mais la tendance était déjà inversée. Les réseaux sociaux de nos étudiants connurent également un changement. Les critiques firent place aux encouragements. Vous aviez raison. Merci pour votre témoignage courageux. Merci de vous battre pour l'avenir de la France. Nous aussi, nous devons apprendre du Japon. La vraie fierté de la Sorbonne. La mère d'Antoine rappela. Je suis désolé, Antoine. J'ai eu tort. Tu as fait quelque chose dont notre famille peut être fière. Tu t'es battu pour la vérité. Ce soir-là, nous célébrâmes notre petite victoire. Mais le plus important restait à venir. Que devons-nous faire maintenant? Demanda Olivia. Mettre en pratique ce que nous avons appris, répondit Charlotte. Nous devons montrer que la France aussi peut changer. C'est ça, acquiesça Nicolas. Peu importe ce que disent les médias ou le gouvernement, nous devons diffuser la vérité que nous avons vue. C'était vrai. Connaître la vérité et la mettre en pratique étaient deux choses différentes. Mais maintenant, nous avions des preuves solides et une conviction inébranlable. Le 6e jour après-midi, Nicolas commença soudainement à se plaindre de douleurs abdominales. Il devint pâle, se mit à transpirer et souffrait visiblement avec des allers-retours aux toilettes. « Professeur, Nicolas. » Olivia m'appela, paniquée. « Il a vraiment l'air mal. » Nicolas était d'un naturel stoïque. S'il montrait sa souffrance, c'est que la situation était vraiment sérieuse. En France, dans un service d'urgence de la PHP, il aurait attendu au moins 6 heures. Récemment, des attentes de 12 heures n'étaient pas rares. « Allons à l'hôpital », décidai-je. Mais un étranger à l'hôpital japonais. On les ferait, s'inquiéta Antoine. Et s'il nous facturait une fortune comme au Royaume-Uni? La professeure Watanabe nous recommanda l'hôpital universitaire voisin. Ne vous inquiétez pas, le système de santé japonais est raisonnable pour les étrangers, surtout en cas d'urgence. Nous arrivâmes à l'hôpital à 10 minutes de taxi. Dès l'entrée, ce fut la surprise. Malgré la canicule à 41, 6 degrés Celsius, l'entrée des urgences était parfaitement climatisée et le personnel médical s'activait avec une efficacité redoutable. À peine arrivé, une série d'événements incroyables se produisirent.
Une caméra thermographique à l'entrée mesura automatiquement la température de Nicolas et une voix d'IA annonça « Patient fiévreux détecté. Veuillez vous diriger vers le circuit d'urgence 2. Temps d'attente estimé, 5 minutes. » L'Emery, une jeune employée, s'approcha de nous, parlant un français parfait. « Votre passeport, s'il vous plaît. » En 30 secondes, l'enregistrement était fait. Pas de paperasse compliquée, pas de vérification d'assurance. En France, un étranger aux urgences doit d'abord fournir une garantie de paiement. « Nous avons un système d'urgence pour les étrangers », expliqua l'employé. « Le traitement d'abord, le paiement après. La vie passe avant tout. » Sur un panneau électronique dans la salle d'attente, des informations s'affichaient en temps réel. Nombre de patients en attente, temps d'attente estimé, statut de chaque médecin. Cette transparence était impressionnante. Exactement 8 minutes plus tard, le nom de Nicolas fut appelé. Une rapidité inimaginable en France. Dans le cabinet, un médecin d'une trentaine d'années commença l'interrogatoire dans un français impeccable, tandis qu'une IA sur un moniteur voisin analysait les symptômes en temps réel. « Depuis quand avez-vous mal au ventre? Qu'avez-vous mangé? Prenez-vous des médicaments en France ?» Pendant que Nicolas répondait, des diagnostics possibles s'affichaient à l'écran avec des pourcentages de probabilité. Appendicite 60, 18%, intoxication alimentaire 15%, liée au stress 5%. Nous allons faire une échographie. Chose incroyable, le médecin sortit lui-même un appareil à ultrasons portable et effectua l'examen sur le champ. En France, il aurait fallu prendre rendez-vous pour une échographie, attendre 2 semaines et se rendre dans un autre service. Ici, tout se faisait instantanément dans le cabinet. C'est une appendicite aiguë, probablement à cause de ce que vous avez mangé hier. Ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Une infirmière entra et posa une perfusion. Tout le processus était rapide et systématique. Le sachet de perfusion avait un QR code permettant de vérifier sa composition et ses informations de fabrication avec un smartphone. Je vous prescris des médicaments. L'IA a recommandé la prescription optimale en tenant compte de votre poids, de votre âge et de vos allergies. J'ai vérifié et validé. No. L'écran affichait en détail l'ordonnance avec les effets secondaires et la posologie de chaque médicament, le tout traduit en français. Vous pouvez les récupérer à la pharmacie à l'étage inférieur. Reposez-vous un peu pendant la perfusion. 30 minutes devraient suffire. Du début à la fin de la consultation, il s'était écoulé exactement 15 minutes. Nicolas n'en revenait pas. C'est possible, ça? À l'hôpital de la Pitié, Salpêtrière à Paris, mon colocataire a attendu 8 heures pour des symptômes similaires, sans même avoir d'examen digne de ce nom. Pendant la perfusion, nous avons fait le tour de l'hôpital. Malgré le service d'urgence, il n'y avait pas de chaos. Les patients étaient systématiquement triés et traités, et le personnel médical se déplaçait calmement. Nous avons une zone dédiée aux patients victimes de la canicule, expliqua une infirmière. Une unité spéciale pour traiter rapidement les coups de chaleur, la déshydratation et l'insolation. Elle fonctionne 24 heures, divisée par 24 pendant l'été. Effectivement, dans un espace séparé, des équipements de refroidissement rapide étaient installés et des médecins spécialisés traitaient les victimes de la chaleur. La pharmacie fut une autre expérience surprenante. En scannant l'ordonnance, un robot commença à préparer les médicaments. Le processus s'affichait en temps réel sur un écran et tout fut prêt en 3 minutes. « Vous êtes un patient étranger ?» demanda la pharmacienne en français. « Je vais vous donner les instructions de prise en français. » Elle expliqua en détail la posologie de chaque médicament et nous remit une notice écrite en français. Un QR code permettait même de configurer des alarmes de prise de médicaments. Et puis vint la facture. Nous fûmes tous sous le choc. Consultation, 1000 yens. Échographie, 2000 yens. Perfusion, 2100 yens. Medicaments, 2000 yens. Total, 2900 yens. Converti en euros, cela faisait environ 95 €. Dans une clinique privée en France, cela aurait coûté au minimum 1000 €. Aux États-Unis, 2000 $. Comment est-ce possible?
demanda Béatrice incrédule. Un tel service pour ce prix? Le Japon a construit un système de santé efficace, expliqua un membre du personnel. L'IA gère les tâches administratives, les médecins se concentrent uniquement sur les soins. Pas d'examen inutile, pas de surtraitement. Nicolas, après avoir pris ses médicaments, se sentit mieux en moins d'1 heure. Incroyable. En France, j'aurais souffert pendant une journée entière. Et pour ce prix, la sécurité sociale est gratuite. Mais quand on pense au temps d'attente, ce qui était encore plus impressionnant, c'était l'état du personnel médical. Malgré la chaleur de 41,6 degrés Celsius, ni les médecins ni les infirmières ne semblaient épuisés. Tout l'hôpital est géré par un système de climatisation parfait, expliqua une infirmière. Les salles de repos du personnel sont bien équipées et les horaires de travail sont ajustés en fonction de la canicule. Si le personnel soignant n'est pas en bonne santé, il ne peut pas bien soigner les patients. De retour dans la salle d'attente, nous découvrîmes autre chose d'étonnant. Un écran mural affichait des informations médicales en temps réel. Indice de chaleur du jour, symptômes précoces du coup de chaleur et comment y faire face, conseils d'hydratation, précautions à prendre lors de l'utilisation des urgences. Toutes les informations étaient fournies en japonais, anglais, chinois et coréen. Nous sommes une société multiculturelle, expliqua l'employé. Les étrangers font partie de notre société. Ils ont naturellement le droit de recevoir des services de santé. En quittant l'hôpital, nous étions profondément impressionnés. Maintenant, je comprends, dis-je, pourquoi le Japon fonctionne normalement même à 41,6 degrés Celsius. Si le système de santé s'effondre, la ville s'effondre. Le Japon l'a compris et a construit un filet de sécurité médicale parfait. C'est exact, ajouta Antoine. La sécurité sociale était notre fierté, mais aujourd'hui, elle a besoin d'être réformée. Nous devons apprendre du Japon. Ce soir-là, une nouvelle choquante nous parvint de France. L'hôpital de la Pitié, salpêtrière à Paris, avait été entièrement fermé à cause de la chaleur. Le symbole même de l'AP-HP avait fermé ses portes. Une pénurie de personnel et une panne de climatisation avaient eu raison de lui. Nous avons tellement à apprendre du Japon, soupira Olivia. Pas seulement la médecine, mais tout le système. C'était la vérité. L'effondrement du système de santé n'était pas un simple désagrément, c'était une question de survie. Et le Japon avait résolu ce problème. Le dernier matin, les visages des étudiants réunis dans le hall de l'hôtel étaient complexes. Les regards pleins de méfiance d'il y a une semaine avaient laissé place à une profonde admiration, teintée de regret de devoir partir. Même pendant le petit déjeuner, ils ne cessaient de parler de leur expérience au Japon. « On doit vraiment rentrer ?» soupira Olivia. « J'aimerais tellement rester ici. Quand on rentrera à la Sorbonne, ce sera le retour au chaos et à la chaleur. »« Qu'est-ce qui vous a le plus choqué ?» demandai-je. C'était l'heure du dernier débat. « Le système ?» répondit instantanément Antoine. « Tout est connecté et fonctionne parfaitement. Ce ne sont pas des éléments isolés, mais un ensemble qui bouge comme un seul organisme vivant. Moi, ce sont les gens, dit Charlotte. Leur capacité à ne pas perdre espoir même à 41,6 degrés Celsius. Leur mentalité, qui transforme la crise en opportunité, était incroyable. Le système de santé, ajouta Nicolas, se remémorant son expérience. Être soigné en 15 minutes, c'est encore difficile à croire. Et pour ce prix, j'ai eu honte de notre sécu. Béatrice ouvrit son ordinateur et montra les données collectées. Le taux de mortalité dû à la chaleur au Japon est 10 fois inférieur à celui de la France. Pour la même température, l'efficacité énergétique est 3 fois plus élevée. Le temps d'attente médicale est de 1/100, et le nombre de jours de fermeture des établissements d'enseignement est de 0. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est indéniable, admit Antoine. La professeure Watanabe Keiko vint nous dire au revoir. Alors, ce séjour vous a-t-il été utile ? Utile n'est pas le mot, répondis-je. Il a changé notre vision du monde. En tant qu'éducatrice et chercheuse, j'ai acquis une perspective totalement nouvelle. Un par un, les étudiants commencèrent à exprimer leurs nouvelles résolutions. « Je veux faire mon doctorat au Japon », déclara Antoine. « Je veux apprendre en profondeur leur système d'adaptation climatique et l'appliquer en France. Je veux montrer que notre pays peut aussi le faire. » Moi aussi, acquiesça Charlotte.
J'ai appris que l'éducation peut continuer même en situation de crise. Je veux étudier cela et contribuer à la réforme du système éducatif français. Je veux étudier le système de santé, ajouta Nicolas. Aider à réformer notre système, apprendre de l'efficacité japonaise. Olivia, les larmes aux yeux, dit « Je vais commencer par apprendre le japonais. Je reviendrai, c'est sûr, et je raconterai la vérité aux Français. Je vais étudier le modèle japonais à travers l'analyse de données massives, conclut Béatrice. Je le prouverai avec des chiffres pour que personne ne puisse le nier. » Dans le bus pour l'aéroport, j'ouvris mon ordinateur et commençai à rédiger mon rapport. Le titre était déjà tout trouvé. « Éduquer pour la survie, leçon du Japon ». Dans la conclusion, j'écrivis « Nous avons vu la chaleur comme un ennemi, l'avons niée et avons essayé de la combattre. Mais le Japon a trouvé un moyen de vivre avec. C'est la différence fondamentale. Ils n'ont pas cherché à prédire l'avenir, mais à s'y préparer. Ils ont cru en la force du système plutôt qu'en l'effort individuel. Ils ont choisi la coopération plutôt que la compétition. Le rapport final ferait 73 pages. Il détaillerait les systèmes d'adaptation à la température, l'autonomie énergétique, la réponse médicale, la continuité de l'éducation et surtout l'esprit de communauté. Chaque section contiendrait des propositions de politique concrètes. En arrivant à l'aéroport de Narita, les étudiants observaient tout jusqu'à la dernière minute. Regardez ce système de régulation de la température, s'émerveilla Béatrice. On n'avait pas remarqué en arrivant, mais c'est vraiment brillant. Il y a un système de convection naturelle utilisant les différences de pression entre les zones. Et regardez l'expression des employés, dit Olivia. Ils sourient malgré les 6 degrés 16. Le système est si parfait qu'ils ne sont pas stressés. Au stade, même en passant les formalités de départ, le regret persistait. De retour à la Sorbonne, ce sera la chaleur et le chaos, dit Nicolas, l'air morose. La bibliothèque sera fermée, la résidence universitaire sera une fournaise. C'est pour ça que c'est à nous de changer les choses, répondit fermement Antoine. Nous devons mettre en pratique ce que nous avons appris. C'est à nous de commencer. En attendant l'avion, je donnais un dernier devoir à mes étudiants. Proposez chacun une chose que vous avez apprise au Japon et qui pourrait être appliquée immédiatement en France. Les étudiants réfléchirent sérieusement. Des centres de rafraîchissement communautaire, dit Olivia la première. Même un par quartier serait d'une grande aide. On pourrait utiliser les églises ou les bibliothèques. L'information en temps réel sur les transports en commun, proposa Charlotte. C'est simple mais efficace. Il suffirait de créer une application. Sur la gestion des urgences dans les écoles, ajouta Antoine. Il faut le faire de manière systématique, comme au Japon. Créer un manuel, faire des exercices. Le système de triage médical, dit Nicolas. En utilisant l'IA, on pourrait réduire considérablement les temps d'attente. Une plateforme de données intégrée, proposa Béatrice. Un système qui partage toutes les informations en temps réel est nécessaire. L'heure de l'embarquement approchait. Un par un, les étudiants se levèrent, les yeux rougis par l'émotion. « Professeur, dit Olivia, pourrons-nous vraiment changer quelque chose? La France est si conservatrice. » « Bien sûr, répondis-je avec conviction. Il suffit de croire en ce que nous avons vu et de le diffuser. Le changement commence comme ça. Une personne, puis un groupe, et ça se propage. Juste avant de monter dans l'avion, Antoine se retourna. « Je reviendrai dans 6 mois, c'est promis. » Et cette fois, avec plus de monde. Les autres étudiants hochèrent la tête. Pour eux, le Japon n'était plus une simple destination, mais un symbole d'espoir. Dans l'avion, je dis aux étudiants, nous sommes des témoins, nous avons vu l'avenir. Notre responsabilité maintenant est de construire cet avenir dans notre propre pays. Tous acquiescèrent gravement. Le vol serait long, mais cette fois, nous rentrions porteurs d'espoir. 6 mois plus tard, je me tenais dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, devant un public de 500 personnes. Le ministre de l'Éducation, les présidents de toutes les grandes universités et une foule de journalistes. Les reporters de France Télévisions étaient là, mais leur attitude avait changé. Ce que je vais présenter aujourd'hui concerne l'avenir de l'éducation en France, commençai-je. Non, l'avenir de la survie de la France. Des images du Japon apparurent sur l'écran.
Des écoles fonctionnant normalement à 41, 6 degrés Celsius, des bibliothèques pleines à l'aube et des étudiants souriants. Ce n'est pas de la fiction, c'est la réalité que moi et 15 de mes étudiants avons vue de nos propres yeux. Et c'est un fait que toute l'Europe reconnaît désormais. Le public retint son souffle. Après ma présentation, des choses incroyables se produisirent. Un programme commun fut lancé entre la Sorbonne et l'Université de Tokyo. La première année, 200 étudiants français partirent au Japon. Le gouvernement français annonça un plan directeur de réponse à la canicule, invitant des experts japonais pour les conseiller sur un plan décennal. La maire de Paris annonça un projet de réaménagement des quais de la Seine sur le modèle du parc Sumidagawa. L'AP-HP commença à intégrer le système de santé intelligent japonais. Nos étudiants tinrent également leurs promesses. Antoine et Charlotte s'inscrivirent en doctorat à l'Université de Tokyo. Olivia maîtrisa le japonais et devint interprète. Nicolas dirige un projet de coopération médicale avec l'IA et Béatrice a fondé un centre d'analyse de données climatiques. Et moi, chaque été, je retourne au Japon. À chaque visite, j'apprends quelque chose de nouveau. L'été dernier, lorsque Paris a de nouveau atteint 39 degrés Celsius, la situation était différente. Le premier centre de rafraîchissement communautaire a ouvert ses portes et les écoles ont ajusté leur fonctionnement selon un manuel d'intervention à la japonaise. Le nombre de décès a diminué de 60% par rapport à l'année précédente. Bien sûr, le chemin est encore long, mais l'important, c'est d'avoir commencé. Sur le mur de mon bureau est accrochée une photo prise dans un village de Kyoto. Une calligraphie d'un vieux maître y est inscrite. Une crise se surmonte ensemble. À côté, une photo de mes étudiants. Prise au parc Sumidagawa, tout le monde sourit. La Sorbonne, avec ses 800 ans d'histoire, apprend de l'Université de Tokyo, qui en a 150. Ce n'est pas une honte. Survivre est plus important. L'ère de la grande nation peut être révolue, mais une nouvelle aube se lèvera pour nous. On ne peut pas vivre de fierté, mais on peut vivre en apprenant. C'est la plus grande leçon que nous avons tirée du Japon. L'avenir ne se prédit pas, il se prépare. Et cette préparation ne se fait pas seule, mais ensemble.